Ce que ça signifie, c'est que maintenant, les salons de coiffure, les commerces doivent faire preuve de vigilance lorsqu'ils mettent des termes strictement binaires sur leurs services pour la possibilité qu'une personne non-binaire débarque et dise bien, comment est-ce que moi je fit là-dedans, comment est-ce que vous pouvez m'accommoder, puis comment est-ce que vos tarifs vont s'appliquer à moi. C'est quelque chose qui est idéologique et puis le numéro de tirage est tombé sur nous. Mais j'imagine que ça aurait pu être n'importe quel autre salon de coiffure, là. Alors, une histoire qui fait réagir. Un salon de coiffure de la grande région de Montréal a été condamné à payer 500 $ à une personne non-binaire par le tribunal des droits de la personne. La partie plaignante s'était rendue sur le site du salon pour pouvoir prendre rendez-vous. Cette personne était contrainte de choisir entre une coupe pour femmes et une coupe pour hommes. Il n'y avait pas d'option non genrée. Depuis, le salon a quand même rajusté le tir, offre cette option, mais n'en demeure pas moins que le tribunal de la personne conclut que la personne plaignante a été victime de discrimination. C'est une histoire qui a rebondi à l'Assemblée nationale. Les personnes non-binaires ont des droits. C'est inscrit dans la loi. Je vais prendre connaissance du jugement. C'est un litige entre deux parties privées. On ne voit pas comment la judiciarisation d'enjeux comme celui-là peuvent aider au mieux vivre ensemble. Ça soulève des questions, mais je pense que c'est plus une exception que la situation générale qu'on observe au Québec, où il y a quand même une grande inclusivité qui me rend très fier. Donc, que doit-on comprendre de ce jugement? Se joint à nous Patrick Taillon, professeur en droit constitutionnel et droit de la personne à l'Université Laval. Bonsoir, Monsieur Taillon. Bonsoir. Écoutez, à la lumière de ce jugement, c'est sûr que la première question qu'à peu près tout le monde se pose, c'est est-ce que tous les salons de coiffure, tous les établissements qui offrent ce genre de services ou des services comme ceux-là doivent désormais offrir cette option d'un service non genré? C'est compliqué parce que nous sommes en présence d'accommodements raisonnables. Et pour le meilleur et pour le pire, l'accommodement raisonnable, c'est un raisonnement circonstanciel, basé sur du cas par cas, presque à outrance. Et donc, les circonstances particulières de ce dossier-là conduisent à un raisonnement qui pourrait, demain matin, ne pas être le même dans d'autres circonstances. Et là, dans le dossier, on voit quoi? Un salon de coiffure qui a un modèle d'affaires très particulier. Ça fonctionne un peu comme lorsqu'on prend le taxi. Donc, on paie la coupe de cheveux selon la durée de temps que l'on passe à la minute et on bénéficie d'un rabais si on s'inscrit à l'avance via la plateforme web et on bénéficie d'un petit rabais si on accepte la plateforme web et le recevoir l'infolette publicitaire. Et donc, c'est pas tous les salons de coiffure qui sont dans ce modèle d'affaires. Oui. Et bon, moi, je regrette, là, parce que c'est pas une mauvaise décision, mais c'est une décision qui jette du brouillard, qui rend pas simple la compréhension pour le public. Puis là où on se comprend mal, bien, on suscite de l'incompréhension mutuelle et éventuellement, on cultive les préjugés. Mais, grosso modo, la vitrine d'un salon de coiffure n'est pas remise en question là, dans cette décision-là. Mm-hmm. Donc, comment on s'adresse au public en général, c'est pas un enjeu. L'accommodement raisonnable se met à jouer de manière intense et significative lorsque vous entrez dans des interactions avec le client, avec l'individu ou la personne non-binaire qui se présente au salon de coiffure. Fait que là, on est dans une situation un peu compliquée parce que c'est un site web. Mais sur un site Internet, c'est un peu l'équivalent d'une vitrine. Mais dans le site Internet, il y a une zone où on prend des rendez-vous. Et là, c'est davantage comme une interaction avec la personne. Mm-hmm. Et c'est pour ça que ce dossier-là est peut-être un peu un cas unique, qui est une décision historique, mais qui, disons, à court terme, n'a pas vocation là, à être reproduit à l'identique dans toutes les situations, dans tous les salons de coiffure. Parce que, justement, vous dites que c'est un cas unique, parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres plaintes du genre? Le salon qui est condamné à payer 500 $ en compensation, il y en a sûrement d'autres salons qui se disent, oh, on n'est pas à l'abri. Est-ce que ça ouvre nécessairement la porte à d'autres poursuites envers d'autres salons? Oui, puis en même temps, on n'avait pas besoin de la décision de la semaine dernière pour qu'il y ait de telles poursuites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sous le régime de la Charte québécoise, et l'Assemblée nationale a adopté dans les années 2010 un amendement à la Charte pour dire que l'identité de genre, c'était un motif de discrimination interdit. Oui. Ça a été adopté à l'unanimité. Donc, sous le régime de la Charte québécoise,
bien, vous pouvez pas... vous n'êtes pas obligé de dégenrer toute la société. Ça, c'est un projet de société qui appartient à certains militants, les théories queer, etc. C'est légitime, ça va peut-être se produire graduellement ou pas, mais c'est pas ça que dit la décision. La décision, elle dit, il faut pas que parce que vous avez une identité de genre pas comme les autres, que l'on vous écarte d'un commerce, qu'on vous exclue ou qu'on vous crée un désavantage. Ici, le désavantage, c'était beaucoup le petit tarif, là, le fait qu'on a un rabais si on s'inscrit en ligne et qu'on ne l'a pas si on est sur place. Oui. Et c'est comme ça que la Cour est arrivée à ce raisonnement-là. C'est immensément compliqué. On peut s'interroger si la Cour a exigé trop d'accommodement. Puis moi, à la limite, je suis prêt à aller dans ce sens que la Cour met le curseur très élevé sur l'effort d'accommodement, mais je ne peux pas m'empêcher de me réjouir de voir que la Cour est restée dans un paramètre d'adaptation à une situation individuelle et non pas dans un discours dans un raisonnement qui aurait amené à, au fond, éliminer de la société la binarité, les représentations traditionnelles de la société. Ça peut encore continuer. Il faut juste que quand on est en interaction avec une personne, là, il y a un devoir de s'adapter. Voilà. Est-ce que le tribunal, parce qu'on s'est rendu devant le tribunal, est la seule avenue possible? Parce qu'une personne qui se sentirait lésée, quels sont ses recours? Que lui suggérez-vous? Bon, ça, c'est un peu ce qui est malheureux dans le dossier. C'est qu'au Québec, la discrimination, c'est une priorité. Donc, dans un système où l'accès à la justice est cher, coûteux, difficile, on a mis en place la Commission des droits de la personne. Et c'est gratuit ou presque. Et la Commission fait une enquête pour monter la preuve, en quelque sorte, pour les individus. Et en plus, si elle juge que la plainte est recevable, elle peut ensuite prendre fait et cause et se transformer en quelque sorte comme un service d'aide juridique de luxe où elle va elle-même transporter le dossier au tribunal des droits de la personne. Dans le cas qui nous occupe, la Commission des droits, elle a essayé, elle doit le faire, des modes alternatifs. Négocier, conciliation, ça a été refusé. Ouais. Et c'est dommage, c'est regrettable parce qu'il y avait des solutions intéressantes ici. Et ensuite, la commission, elle a dit « La plainte est recevable, mais nous allons nous abstenir d'amener le dossier devant le tribunal des droits de la personne. » Ils ont la discrétion de faire ce genre de choix. Je pense que c'était un choix judicieux de justement juger que ce dossier-là n'était peut-être pas le plus stratégique, le plus prioritaire, mais l'individu, la personne non-binaire, elle pouvait amener le dossier au tribunal. Elle a choisi de le faire et le tribunal a rendu la décision qui, à mon avis, n'est pas une mauvaise décision sur le plan de comment fonctionne l'accommodement, mais qui est une décision qui, je le crains, pourrait susciter beaucoup d'incompréhension mutuelle. Et ça, c'est pas souhaitable parce que cette forme d'incompréhension, cette manque de lisibilité du droit, bien, ça alimente les préjugés. Mais il existe d'autres options avant de se rendre à cette étape-là. L'entreprise dit, M. Taillon, être victime d'un certain hasard, payé finalement pour un enjeu de société qui est beaucoup plus large qu'elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, le commerçant a même fait une demande reconventionnelle. C'est comme si, devant la poursuite, il a décidé de poursuivre en retour pour dire que c'est une poursuite abusive et il a fait valoir son point de vue. C'est longuement discuté dans la décision. Il y a une partie de la preuve qui est au soutien de cette thèse-là, qui est irrecevable parce que c'est du oui-dire. Du oui-dire, c'est quand on veut rapporter les propos de quelqu'un d'autre, là. Mais disons que ça a été discuté, cet aspect-là. Moi, quand je me mets dans la peau du commerçant, ce qui m'inquiète, c'est que le commerçant a quand même fait des efforts importants. Il a en moins de 4 mois, il a changé son site Internet, ce qui, à la limite, n'était pas la seule solution possible selon le tribunal, mais c'en était une tout à fait souhaitable et acceptable. Mais ça y a pris 4 mois. Ouais. Mais c'est comme pour les rampes d'accès pour les handicapés. On sait qu'on ne va pas toutes les bâtir du jour au lendemain. Donc, dans le cas de l'identité de genre, la transformation que ça demande, l'adaptation que ça demande pour la société, est-ce que c'est une adaptation qui doit être instantanée ou on doit laisser aux commerçants, voire éventuellement aux institutions étatiques, une certaine marge de manœuvre pour se donner du temps? Je trouve que le tribunal a peut-être été sévère là-dessus. Patrick Taillon, vous êtes professeur en droit constitutionnel et en droit de la personne à l'Université Laval. Merci beaucoup de vous être joint à nous. Bien apprécié. C'est moi qui vous remercie.